Messieurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, camarades responsables et cadres de l'ARD, Mesdames, Messieurs, la conférence de presse qu'anime ce jour Mathias Nzon, président de l'Alliance pour la République et la démocratie, en cycle ARD, pour marquer sa rentrée politique. Après 3 mois de vacances à l'étranger, s'articule autour des 2 thèmes structurants majeurs ci-après. 1. La recrudescence inquiétante de la délinquance en général, de la délinquance financière en particulier, dont le dernier épisode est constitué par l'affaire du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement en cycle FIGA. L'aggravation de la crise économique et financière qui plombe le Congo-Brazzaville depuis plusieurs années et l'incapacité de l'État PCT à juguler cette crise qui menace dangereusement notre patrie. Mesdames, Messieurs, le Congo-Brazzaville traverse une très forte zone de turbulence. Le pays est plombé par une crise morale, économique, financière, sociale, démocratique, sécuritaire et électorale gravissime et sans précédent dans son histoire récente. La situation d'ensemble est marquée entre autres par l'effondrement de l'économie, l'inflation galopante, l'explosion de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, une recrudescence inquiétante des comportements individuels et collectifs déviants, l'enrichissement illicite et scandaleux des tenants du pouvoir, l'extrême pauvreté des populations, la fracture sociale, le délitement de l'unité et de la concorde nationale, le divorce entre le pouvoir et le peuple, la familiarisation du pouvoir, la montée en flèche du népotisme, de l'ethnocentrisme, de la préférence ethno-régionale, l'appropriation clanique des postes de responsabilité au sommet de l'État, la cooptation complaisante de la médiocrité au poste de responsabilité, les velléités de succession dynastique, l'irruption dans le champ politique congolais du phénomène de la courtisanerie, l'explosion des violences urbaines, des violences en milieu scolaire et des violences faites aux femmes, etc. Tous les secteurs de la vie nationale sont en panne. Le Congo-Brazzaville est en danger de mort. Comme nous l'avions indiqué dans notre conférence de presse tenue à Brazzaville le 11 octobre 2022, je cite, « Le pays n'est plus gouverné. Le gouvernement passe le plus clair de son temps, tantôt à festoyer, tantôt à tenir de nombreuses réunions inutiles, tantôt à se réfugier dans le mensonge et l'auto-valorisation, tantôt à simuler, à dissimuler, à ruser avec l'opinion nationale et internationale, bref, à bluffer pour que la confusion s'installe. » Fin de citation. Sur le plan éthique, la situation se caractérise par une profonde crise morale attestée par la montée en flèche
des comportements individuels et collectifs délinquants. En effet, les pères fondateurs de la République voulaient d'une République immaculée, irréprochable et vertueuse, assise sur le respect scrupuleux des valeurs de l'intégrité morale, de la droiture, de la vertu, du sens de l'honneur professionnel et des devoirs de la fonction, du civisme, du respect de soi et de la chose publique, de l'amour de la patrie, du dévouement à l'intérêt général, du désintéressement, du goût de l'effort et de l'amour du travail, du mérite personnel, de l'excellence. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, toutes ces valeurs cardinales, sans lesquelles il ne saurait y avoir de développement d'un pays, car le capital humain est le capital le plus précieux d'une nation. Ces valeurs, disions-nous, sont totalement bafouées. À tous les étages de la société, l'argent facile est devenu le moteur de l'action. Mu par la recherche effrénée du confort matériel et du luxe, les tenants du pouvoir et les consciences insuffisamment affranchies investissent toute leur énergie dans des comportements atypiques et délinquants. Culte de l'argent, goût immodéré de la fête et de la luxure, vol armé, braquage de domicile privé, viol, prostitution, pédophilie, homosexualité, inceste, consommation abusive d'alcool et de drogues diverses, assassinats gratuits, crimes rituels, grand banditisme, cybercriminalité, etc. Les règles morales de nos sociétés traditionnelles, reprises par la Conférence nationale souveraine de 1991, à savoir: tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, sont allègrement piétinées. Dans les hautes sphères du pouvoir, ceux qui devaient prêcher par l'exemple et être des modèles d'identification pour les citoyens en général, les jeunes en particulier, sont passés champions dans la catégorie des délinquants en col blanc et s'illustrent tristement par de nombreux comportements déviants, trafic d'influence, concussion, corruption, détournement des deniers publics, enrichissement illicite, appropriation personnelle des biens de l'État, favoritisme, népotisme, ethnocentrisme, régionalisme, préférence ethno-régionale, constitution de milices privées et ou de police parallèle, crimes en bande organisée et crimes rituels, dépravation sexuelle, droit de cuissage, etc. Ils sont porteurs de contre-valeurs nuisibles au développement du pays, car, comme le dit l'adage populaire, je cite, le poisson commence à pourrir par la tête. Fin de citation. L'irruption dans le champ politique congolais du phénomène de la courtisanerie est un autre marqueur de la décadence morale des élites congolaises. En effet, désormais, autour de la personnalité du président de la République gravitent de nombreux courtisans ou flatteurs, prompts à truffer chacun de leurs discours du nom du chef de l'État ou à chanter à tout va ses louanges, ce dans le dessein opportuniste de continuer à jouir de ses bonnes grâces. Cette propension à la courtisanerie
est un des maux colossaux qui gangrène actuellement le microcosme politique congolais. La perte du sens des valeurs n'épargne pas l'opposition congolaise au sein de laquelle de nombreux acteurs pratiquent la politique du ventre et se vendent au plus offrant. Ondoyants et divers, ils mangent à tous les râteliers et changent de camp chaque fois que le pouvoir change de main. La journée, ils critiquent le pouvoir. Le soir venu, ils rasent les murs et vont à la soupe, à Pila, la résidence privée du chef de l'État. Ils ne sont pas portés par des valeurs et ne sont préoccupés que par la recherche de l'argent facile. Ils forment ce que l'on appelle l'opposition alimentaire. Quant à la jeunesse congolaise, sous l'influence pernicieuse de la société, elle est devenue globalement une jeunesse pervertie qui investit principalement son énergie dans les futilités, les plaisirs mondains, la recherche de l'argent facile, le confort matériel et le luxe. Insouciante et inconsciente, dans son écrasante majorité, portée par le goût immodéré de la fête, elle donne la priorité aux réjouissances du moment, aux dépens des études qui sont la clé de voûte de son avenir. Comme les jeunes, la plupart des femmes ont succombé à l'appel de la facilité et passent le plus clair de leur temps dans les futilités et les réjouissances. Par exemple, le 8 mars, journée historique de la célébration de la lutte des femmes du monde pour la conquête de leur égalité avec les hommes, est pour la plupart des femmes congolaises un simple moment de fête, une occasion d'ajouter un nouveau paille à sa collection. Celles qui militent réellement pour la libération de l'oppression et des inégalités injustifiables dont elles sont les victimes se comptent sur le bout des doigts. On le voit, le Congo traverse une crise morale gravissime. Face à l'effondrement des valeurs fondamentales qui structurent une société démocratique et moderne, il est urgent et impératif d'œuvrer à la moralisation de la vie politique et de la vie publique à travers la restauration des règles morales et des valeurs républicaines citées supra, la vulgarisation des principes de la bonne gouvernance pour garantir l'intégrité des structures politiques et limiter les risques de déviance, l'élaboration d'une loi contre le trafic d'influence, la concussion, la corruption, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite, l'application scrupuleuse de la Convention de l'ONU contre la corruption, la promotion des actions sur les individus par l'adoption et la mise en œuvre d'un code de l'éthique de l'acteur politique articulé sur les valeurs d'abnégation, de dévouement à l'intérêt général, du droit et du devoir de vertu, du sens de la dignité et de l'honneur, de l'amour de la patrie. L'introduction dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux de l'instruction civique et morale, la garantie de l'égalité de tous les Congolais devant la loi par la promotion d'un État impartial et la mise en place d'une haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, chargée de détecter et prévenir les pratiques discriminatoires, à savoir le népotisme,
l'ethnocentrisme, le régionalisme, la préférence ethno-régionale, le favoritisme, le clientélisme dans la gestion des affaires publiques. La réhabilitation de la culture de la sanction en vue de punir sans sentimentalisme ni complaisance tous les Congolais coupables de comportements délinquants graves, quelle que soit leur position sociale et leur appartenance politique, idéologique, familiale, ethnique, religieuse. Dans les domaines économiques et financiers, la crise se manifeste par plusieurs signes annonciateurs, parmi lesquels on peut citer 1. L'effondrement économique. En raison de l'absence d'une véritable politique économique fondée sur l'investissement productif dans les secteurs porteurs de croissance et la diversification de la base productive, l'économie congolaise s'est littéralement effondrée. En effet, elle repose essentiellement sur deux produits, le pétrole et le bois. Malheureusement, les énormes revenus générés par le pétrole de 2003 à 2014, dont le montant varie entre 60 000 et 100 000 milliards de francs CFA, n'ont pas été réinvestis dans les autres secteurs de l'économie au fin d'élargir la base productive. Ils n'ont pas produit des effets d'entraînement positifs sur les autres secteurs. De même, les 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires engrangés entre 2003 et 2014 et dédiés aux générations futures se sont envolés vers les paradis fiscaux dans les comptes privés des tenants du pouvoir. Or, comme on le sait, l'investissement productif est le moteur essentiel de la croissance économique. Il tire la production nationale. Imprévoyant, le Congo, qui ne compte que sur les revenus de pétrole, s'est trouvé dépourvu lorsqu'en 2014, le cours du baril du pétrole s'est effondré sur le marché mondial, plongeant le pays dans une grave récession. Depuis lors, malgré le battage médiatique orchestré par le pouvoir sur la diversification de l'économie et la nécessité d'améliorer les recettes hors pétrole, rien de concret n'est entrepris pour élargir la base productive. De sorte que, malgré les énormes revenus générés par le pétrole, le Congo demeure un pays consommateur, importateur net, qui ne produit quasiment rien. Il importe tous les produits manufacturés et plus de 70% des produits agricoles et alimentaires qu'il consomme. Quant au bois congolais, en dépit de la législation en vigueur qui exige que la plus grande partie des bois exploités soit transformée sur place, ils sont exportés à l'état brut, privant du coup le Congo de la possibilité de créer des emplois décents et d'engager de la plus-value dans ce secteur. Par ailleurs, selon des sources bien informées, pendant plusieurs années, notamment depuis 1998, les revenus de l'exportation des bois congolais n'étaient pas reversés au trésor public, occasionnant un important manque à gagner de recettes pour les finances publiques. Aujourd'hui, la gestion transparente et vertueuse des revenus du bois demeure encore problématique. Il en va de même des revenus pétroliers dont on ne retrouve pas les traces au trésor public. 2. Une gestion opaque des finances publiques articulée sur la gabegie, les dépenses somptuaires et non prévues au budget,
une masse salariale artificiellement gonflée par la prise en charge par le budget de l'État de nombreux fonctionnaires fictifs, d'une pléthore d'institutions politiques budgétivores et inutiles, de milices privées du pouvoir, le paiement injustifiable et scandaleux de salaires fonctionnaires par l'État, à tous les responsables des instants dirigeants du PCT, parti au pouvoir, et de ses organisations de masse, les innombrables missions inutiles effectuées à l'étranger par les tenants du pouvoir, le financement indu par le trésor public, des campagnes électorales coûteuses des candidats du pouvoir aux élections nationales, le train de vie dispendieux de l'État, etc. Cette mauvaise gestion des finances publiques vise à asphyxier l'État dans le dessein d'enrichir illicitement les tenants du pouvoir. 3. La délinquance financière à tous les étages. Le pillage des ressources publiques est devenu un sport national. Les tenants du pouvoir se livrent à des détournements massifs des deniers publics, se construisent des fortunes colossales au moyen de rapines, placent l'argent public détourné dans des comptes privés dans les pays étrangers et ou les paradis fiscaux. À ce sujet, les lanceurs d'alerte de l'opinion, tels les Panama Papers, les Pandora Papers, Public Eyes, publiez ce que vous payez, Global Witness, Mediapart, le journal français Libération, ont apporté de preuves accablantes et irréfutables sur les scandales financiers perpétrés par les caciques du pouvoir congolais sans que le Parlement ne daigne interpeller les concernés ni n'ordonne des missions d'information, voire des enquêtes parlementaires. Par exemple, les Panama Papers ont révélé que 6 responsables congolais nommément désignés ont à eux seuls, dans leurs comptes privés dans les banques chinoises, près de 16 milliards de dollars, soit près de 9 000 milliards de francs CFA. Un internaute vient de publier sur le site web YouTube la liste nominative de ces 6 Congolais. Outre les détournements massifs des deniers publics, les tenants du pouvoir s'adonnent frénétiquement à une corruption rampante, suivant divers mécanismes: bonus et abonnements pétroliers, commissions occultes dans la passation des marchés publics, rétrocommissions dans les transactions pétrolières, placement de fonds publics, fausses factures, surfacturation des prestations, études fictives, ponctions sur les budgets des entreprises ou services relevant de leur champ de compétences, voyages, vacances, restauration et autres cadeaux, formes de cadeaux, prise illégale d'intérêts, fraude fiscale et électorale, etc. Les délinquants encore blancs ne sont nullement inquiétés. L'impunité est institutionnalisée. Plus on vole, plus on monte en grade. 4. Des emprunts exorbitants gagés sur la production future du pétrole. L'État congolais a contracté de lourds emprunts gagés sur le pétrole qui ont généré une dette publique abyssale évaluée à près de 7 000 milliards de francs CFA, soit 116,5% du PIB, dette qui a plongé le pays dans de grosses difficultés financières et qui obère toute possibilité d'investissement massif dans des secteurs porteurs tels l'agriculture,
l'agro-industrie, les technologies industrielles, les énergies, l'économie numérique, les mines solides, les infrastructures de base, l'immobilier et les matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique, les industries culturelles, la recherche, développement, etc. 5. La gouvernance calamiteuse et opaque de la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC. La SNPC, compagnie pétrolière publique, bras séculier de l'État dans le pétrole et source principale de revenus du budget de l'État, a été transformée en une épicerie familiale et en un haut lieu de détournement massif de l'argent public sous le couvert de nombreuses sociétés écrans. Orient Hall de Lucien Ebata, AOGC de Denis Ngokana, Eco Hall de Willy Toka, Dawita Énergie LLP de Yohan Gandion, le fils de Maxime Gandion, conseiller pétrolier du chef de l'État congolais et intermédiaire sur le marché congolais de la société suisse de trading Canvor. Masono Oil Trading, société enregistrée dans la zone franche de Dubaï, X-Oil, Continent et Petro-Congo, toutes appartenant au clan présidentiel congolais. 6. Le non-rapatriement au Congo par la SNPC des revenus générés par le pétrole, ce en violation flagrante de la Convention État-SNPC qui fait obligation à la SNPC de rapatrier au Congo, au profit du trésor public, les revenus générés par la vente de la part du brut de l'État résultant du contrat de partage de production 8 jours après l'encaissement des revenus issus de cette vente. 7. L'épuisement des réserves internationales de change du fait du non-rapatriement au Congo des revenus d'exportation en général, des revenus du pétrole en particulier. À cause de cette situation, le Congo n'importe les produits manufacturés, les produits agricoles et alimentaires qu'il consomme que grâce à la gestion commune des réserves internationales de change au niveau de l'ensemble des pays de la CEMAC, Gabon, Cameroun, Tchad, République centrafricaine, République du Congo, Guinée équatoriale. 8. Les exonérations exceptionnelles et discrétionnaires qui privent l'État d'importantes ressources financières. 9. Le système de réquisition et des paiements par anticipation qui fait payer par l'État des dépenses non prévues au budget. 10. La non-fiscalisation de plusieurs produits et services qui devraient être assujettis à l'impôt. 11. Les marchés publics attribués de gré à gré en lieu et place des appels d'offres transparents. 12. Les prises illégales d'intérêt par les tenants du pouvoir via des prêtres non libanais, chinois, indiens, rwandais. 13. La très forte dépendance alimentaire du pays par rapport à l'extérieur. Parce qu'au Congo, il n'y a ni agriculture, ni industrie agroalimentaire digne de ce nom, l'État dépense chaque année plus de 700 milliards de francs CFA au titre des importations de produits agricoles et alimentaires. Rien de sérieux n'est entrepris à ce jour pour corriger cette situation anormale 62 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Pourtant, depuis les années 1982, l'actuel président de la République, au pouvoir depuis le 5 février 1979, proclame dans tous ses discours que l'agriculture est la priorité des priorités dans son projet de société. Dans cette optique, il avait promis aux Congolais l'autosuffisance alimentaire pour l'an 2000. Aujourd'hui, près de 37 ans
après cette promesse mirobolante, le Congo continue d'importer plus de 70% des produits agricoles et alimentaires qu'il consomme. 14. La faillite de toutes les entreprises publiques à cause de leur malgouvernance. Toutes les entreprises publiques, SNE, aujourd'hui Énergie électrique du Congo, SNDE, aujourd'hui la Congolaise des eaux, ECAIR, CFCO, Congo Télécom, Sopeco, OCI, Chacona, Coraf, ARC, les ports fluviaux, la Société des transports urbains publics ont fait faillite et généré des conséquences désastreuses sur l'emploi et les conditions de vie de leurs travailleurs et ou anciens travailleurs plongés dans une détresse sociale totale. 15. L'incapacité de l'État PCT à assurer les paiements courants, salaires, pensions de retraite, bourses des étudiants, d'aides sociales et commerciales. Pendant que les tenants du pouvoir s'enrichissent de façon exponentielle et baignent dans l'opulence et le luxe, les couches populaires vivent un véritable enfer terrestre. Les fonctionnaires émergents au budget de transfert accusent des arriérés de salaire qui varient entre 5 et 68 mois. Le montant des arriérés de pension de retraite des fonctionnaires est évalué à 39 mois, soit 3 ans et 3 mois. Celui des bourses des étudiants au Congo et à l'étranger varie de 3 à 5 ans selon les cas. L'État PCT est sourd à la souffrance du peuple. L'angoisse des populations qui vivent dans une extrême pauvreté ne l'émeut nullement. Pourtant, comme chacun le sait, le premier rôle d'un État responsable est de garantir les droits essentiels de chaque citoyen. Droit à une vie digne, à un travail et à un salaire décent, à des soins de santé de qualité, à une éducation et une formation professionnelle de bon niveau, à un logement décent, à de l'eau potable, à un environnement salubre, à des loisirs sains. L'État PCT n'en a qu'une. Il n'est préoccupé par une chose, la conservation du pouvoir par la force brutale, la tricherie électorale, la manipulation des consciences, la corruption, les promesses mielleuses jamais tenues, la ruse politique. Toute honte pue. Il proclame à longueur de journée que son projet de société a pour but de servir les intérêts du peuple congolais et que sa devise est, je cite, « tout pour le peuple et rien que pour le peuple ». Fin de citation. Dans la pratique, cependant, tous les Congolais savent que sous le règne de l'État PCT, tout est pour les tenants du pouvoir, leurs proches, leurs partisans, leurs complices, leurs obligés et rien pour les autres et pour le peuple. L'abondance continue pour les tenants du pouvoir pendant que les populations broient du noir. Le Congo est riche, mais son peuple est pauvre. Aujourd'hui, le pays est socialement fracturé et travaillé par les rancœurs, les ressentis, les frustrations. La crise économique et financière gravissime qui plombe le Congo est la preuve probante et irréfutable de l'incapacité de l'État PCT de gouverner. Il est en panne d'idées et n'a plus rien à proposer au pays. Il est devenu le mal du Congo et ne fait plus partie de la solution au problème du Congo. Il devrait désormais méditer cet adage populaire, je cite, « Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent », fin de citation. Pour emprunter une métaphore sportive, je cite, « Tout entraîneur est soumis à une obligation de résultat.
On ne maintient pas en poste indéfiniment un manager dont le système de jeu ne permet pas d'atteindre les objectifs visés. Fin de citation. L'État-cité a échoué lamentablement. Il a plongé le pays dans le chaos. La logique commande qu'il en prenne conscience et se détermine en conséquence. Lors de la dernière session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, tenue à Brazzaville le 27 mars 2023, le président de la République a déclaré, je cite, « Il y a du ver dans le fruit. Nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. » Fin de citation. Dont acte. Ce que le chef de l'État congolais n'a pas dit, c'est que le ver, c'est l'État PCT et que le fruit, c'est le Congo. De même qu'il a évoqué et qu'il a révoqué 9 magistrats jugés véreux et corrompus, il doit virer tous les tenants du pouvoir impliqués dans les scandales économiques et financiers, ceux sans exception. C'est une question de justice. Il faut détruire le ver qui est dans le fruit, sans sentimentalisme ni complaisance, en commençant par les gros poissons, aujourd'hui protégés par une immunité éternelle. Nous l'avons dit et écrit 1001 fois, mais nous ne le répéterons jamais assez. La tenue d'un vrai dialogue politique national inclusif est et demeure la seule et unique bonne solution pour sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qui l'étrangle aujourd'hui. Par voie de conséquence, nous interpellons pour la énième fois le président de la République afin qu'il convoque dans l'urgence ce dialogue inclusif, incontournable et salvateur pour le peuple congolais. Dans la même veine, nous appelons le peuple congolais à assurer et assumer son rôle historique en se mobilisant massivement pour contraindre la classe politique congolaise et le président de la République à s'asseoir dans le dessein de rechercher ensemble des solutions idoines et consensuelles en vue de sortir le pays du gouffre dans lequel il a été enfoncé par l'État PCT. Fait à Brazzaville le 5 avril 2023, la conférence des présidents.